Bonjour Nicolas Paquin. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de te rencontrer. C'est nouveau, c'est quelque chose de nouveau que je fais là. Je rencontre quelqu'un qui est un passeur de mémoire, OK, en fonction, bon, c'est la semaine des vétérans, le jour du souvenir s'en vient bientôt. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait ce reportage-là. Moi, j'aimerais savoir, ça représente quoi pour toi, la semaine des vétérans, le jour du souvenir? Qu'est-ce que ça vient chercher en toi? C'est drôle, c'est un moment de l'année qui devrait être en principe l'ensemble d'une année. En fait, c'est comme l'espèce de condensé là, de ce que moi je vis 365 jours par année. Okay. Pas que je passe l'année à faire des cérémonies du souvenir et porter le coquelicot, c'est pas ça. Là. Moi, c'est pas la chose militaire comme telle, c'est pas le souvenir de façon excessivement sérieuse qui m'intéresse. Mais c'est d'être capable de comprendre ce qui s'est passé durant une guerre, puis une en particulier, la Deuxième Guerre mondiale. C'est le sujet de recherche, c'est le sujet de travail sur lequel je suis en permanence. Ça fait que ce que les gens vivent un petit peu, là, le 11 novembre, quand ils vont dans une cérémonie, puis l'émotion qui transparaît un peu, moi, c'est devenu comme une espèce d'émotion qui des fois qui me draine, mais des fois qui me stimule en longueur d'année à travailler. Oui, ouais. Ça te nourrit. Puis toi, dans le fond, ça fait combien de temps que tu en es arrivé là, à ce stade-là, de dire je veux transmettre ça, ces connaissances-là que j'acquiers au fil du temps, là, dans le fond, parce que tu fais des recherches? C'est déjà la question la plus difficile qui me pose. Ah oui? Depuis combien de temps? En fait, je dirais, il y a probablement une dizaine d'années que je travaille de façon sérieuse là-dessus, là, à comprendre ce qui s'est passé dans le cœur puis dans la tête des gens qui ont été obligés de lutter contre un ennemi. Ils sont enrôlés volontairement, puis ils ont dû faire face à quelque chose d'extrêmement dramatique. Oui, je dirais après une dizaine d'années que c'est devenu quelque chose qui m'occupe pratiquement au quotidien. Est-ce que c'est le fait que dans ta famille, il y avait des gens peut-être qui étaient militaires ou que est-ce que tu as déjà été est-ce que ça a déjà été autour de toi, ça, le militarisme, comme on pourrait dire, ou bien si ça t'est venu comme ça, là? Non, il n'y a pas. Dans ma famille, il n'y a pas de militaire. J'ai pas eu de carrière militaire non plus. C'est pas la chose militaire comme telle qui me fait vibrer non plus. Moi, on me présente des médailles, puis j'ai de la misère à faire la distinction de chacune, là. C'est pas ma force qui est là. Ce qui m'intéresse, cependant, c'est quoi le destin d'un individu qui a 18 ans, qui a 19 ans, qui a 25 ans, qui se ramasse face à l'adversité, qui voit des horreurs, puis qui doit essayer de survivre à ça, ou qui meurt là-bas, puis qu'est-ce qui en reste? Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? Parce que ces gars-là qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, même s'ils sont morts là-bas, là, ils ont plus mal aux os depuis longtemps. Ceux qui sont revenus, puis qui ont été poqués, puis qui ont eu des stress post-traumatiques, qui ont souffert toute leur vie, puis qui n'étaient pas compris. Et ceux qui ont vécu très, très vieux, puis qui ont été les derniers témoins, il en reste encore quelques-uns. Oui. Bien, tous ces gens-là, ils ont vécu quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est nous autres qui en profitons aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est. En principe, si on est supposé vivre dans un monde de paix, d'amour et de liberté, c'est un peu grâce à leur sacrifice. On doit se rappeler qu'est-ce que c'est. Oui. Tu en as rencontré, j'ai regardé, j'ai lu un peu ce que tu avais écrit dans ta biographie, tout ça. Tu en as rencontré des militaires, des soldats qui sont allés à la guerre, tu en as rencontré d'autres. Par contre, c'était de la famille que tu as rencontré parce que les personnes étaient disparues, tu n'as pas eu la chance de leur parler. Ouais. Est-ce qu'il y en a parmi là-dedans que c'est venu vraiment te chercher comme personne, de dire ça, là, ça m'a touché, cet aspect-là? Tous. Tous? Tous, sans exception. Puis dans les familles, quand j'ai la chance de parler à des neveux, des nièces, des fois c'est des enfants, parce qu'il y en a qui sont revenus, mais il y en a qui ne sont pas revenus, puis je parle à un neveu, un petit-neveu. Ils ont tous quelque chose qu'ils m'ont transmis. Ils ont tout un message qu'il ne faut pas oublier. J'ai rencontré un vétéran à Bécomo, puis ce monsieur-là, je l'ai rencontré une seule fois. Quand j'ai voulu aller le revoir, il était mort la veille. J'avais promis que je reviendrais. Ah oui. Je suis revenu. J'ai respecté ma promesse. Puis ce qui m'a laissé en mourant quelques heures, dans le fond, avant que j'arrive pour le voir, c'est triste. C'est un message qui est important. OK. Respecte tes promesses. Tu prends un engagement, respecte-les. OK. C'est toujours des messages comme ça, des logiques de même que j'ai été en chercher. Puis c'est ça qu'il faut transmettre. C'est ces messages-là qu'il faut raconter après. Parce que ces hommes-là sont en fin de vie. Leurs enfants, leurs neveux, leurs nièces,
C'est des gens qu'ils n'ont pas connus beaucoup sous cet angle-là. Moi, souvent, là, je rencontre des neveux, des nièces de vétérans de la Deuxième Guerre mondiale, puis je leur en apprends sur leur famille, dans le fond, sur leur oncle, sur leur père, leur grand-père, parce que ces hommes-là ne parlaient pas beaucoup. Mais pourquoi ils ne parlaient pas beaucoup? Oui, c'est ça. Mais toi, dans le fond, tu transmets à travers un spectacle d'animation que tu fais, qui s'appelle Les Contes de guerre, les Contes de guerre. Tu transmets aux gens des choses comme ça. Mais si je vais voir ton spectacle, je m'attends à quoi quand j'arrive là? Qu'est-ce que je vais voir? Je peux m'attendre à quoi? La mise en scène, je sais pas, moi, c'est-tu des monologues? Comment ça se passe? Oui, les Contes de guerre, c'est, dans le fond, c'est 7 monologues. 7 monologues qui racontent 7 histoires qui sont passées durant la Deuxième Guerre mondiale. 7 histoires basées sur 7 individus. Il y a des soldats, il y a une mère de famille, il y a une civile française, des gens que j'ai connus, dont j'ai connu la famille très souvent. Et je raconte leur histoire avec une certaine mise en scène. Et souvent, je prends comme comparaison très, très simple. Je dis, bien, imaginez, là, Fred Pellerin va raconter son village, raconte les gens de son village. Et moi, je fais un peu ça, mais avec les gens qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on a une ambiance qui va être touchante. On va avoir un peu d'humour. On va avoir quelques larmes qu'on va verser sans doute. Oui. Puis on va en ressortir avec beaucoup d'espoir, je pense. OK. Ouais. Je vais revenir après une petite pause qu'on va faire de quelques secondes. Je vais revenir, puis je vais te demander de me donner un exemple de ce que je peux entendre. Parce que j'ai lu, bon, il y en a qui mentaient pour pouvoir aller à la guerre. Ils mentaient sur leur âge. Je veux que tu m'en parles après la petite pause qu'on va faire. Ça fait plaisir. Alors, on est de retour, Nicolas. Je t'avais demandé de me parler, de me raconter peut-être un fait, quelque chose, en tout cas, que tu as le goût de nous dire par rapport à ça, là. Il m'arrive des choses qui sont extraordinaires. C'est des coïncidences qui poussent l'humanité au-delà de ce qu'on pourrait s'imaginer dans un film. Je te donne un exemple bien simple. Il y a 3 ans, il y a un petit gars de 10 ans qui vient me voir au Salon du livre de Gatineau. Le petit gars, il fait une recherche sur son arrière-grand-père. Son arrière-grand-père a vécu le raid de Dieppe, a été fait prisonnier par les Allemands, s'est retrouvé en prison, 2 ans et demi de sa vie à souffrir en prison, sauver la vie de son frère qui aurait dû mourir durant une marche de la mort, tout ça. Puis le petit gars, bien, il veut avoir de l'information sur son arrière-grand-père comme ça. Ça fait que je le fais dans l'information, puis je garde contact avec la famille parce que le jeune homme a fait un beau travail, tu sais. L'an dernier, je m'en vais à Dieppe, en France, en Normandie, à l'endroit où son arrière-grand-père était fait prisonnier. Puis moi, je travaille sur un projet sur le raid de Dieppe. Puis je rencontre un auteur, Hervé Fillu, qui a écrit un livre sur l'événement. Puis c'est un maniaque d'histoire, puis c'est un gars qui collectionne des pièces historiques. Puis il me montre une pièce qu'il a dans son petit musée personnel d'objets qu'il a trouvé. Il a trouvé un casque militaire canadien qui avait été perdu par un soldat pendant la bataille. Alors je regarde le casque, je le revire à l'envers, je regarde à l'intérieur. G. Odette, numéro matricule, compagnie D, FMR, fusilier Mont-Royal. Oh, j'avais entre les mains le casque qu'avait perdu l'arrière-grand-père du petit gars, le 19 août 1942. Ouf, il existait encore d'un morceau. Il était tout là. On s'est rendu à l'endroit où l'arrière-grand-père a dormi quand les Allemands ils ont fait prisonnier. On a placé une caméra, là, comme on en a une devant nous autres. Là. Je me suis placé devant la caméra avec le casque. Je me suis enregistré. Et j'ai dit à Léandre, le petit gars, j'ai dit « Revoir à telle heure, sur mon Facebook, tel endroit, j'ai un message pour toi. » Eh mon Dieu! Et le petit gars, quand il a vu que le casque qui a protégé la tête de son arrière-grand-père, ce casque-là qui a fait que probablement que cet homme-là peut avoir des enfants, des petits-enfants, un arrière-petit-fils qui pense à lui, cette pièce-là existe toujours comme un témoignage de l'histoire. Ça remet l'humanité à travers ça. La guerre est une horreur. Moi, je dis souvent, j'aime pas la guerre, mais j'aime inconditionnellement ceux qui ont tout fait pour pouvoir l'arrêter. Et on leur doit quelque chose à ces gars-là parce que, bon sang, puis en même temps, on ne comprend pas parce qu'on continue à se pogner sa gueule, on continue à se dire des bêtises, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à travers le monde, à se pitcher des bombes.
Pourtant, ces gars-là, il y aurait un message qui aurait dû nous passer et qu'on devrait comprendre. Ça fait qu'avec des choses comme ça, des coïncidences incroyables, on a fait des front pages. C'est quoi, c'est le droit de Gatineau, se ramasser en première page, tout ça, même en France. Des éléments comme ça, les gens disent « C'est impossible, on mettrait ça dans un film, puis ça se pourrait pas. » Mais ça m'arrive, ça fait qu'il faut que je les compte. Ah, ben, je comprends. C'est des choses que tu nous racontes. Donc, c'est ça qu'on peut voir dans ton spectacle, en fait. Bien, oui, dans mon spectacle, je prends vraiment des histoires particulières de gens qui ont vécu cette guerre-là. C'est vrai, donc c'est des choses vraies. Et là, je les raconte, puis des fois, je joue le jeu, puis j'ai une table, j'ai une machine à écrire comme accessoire, puis ça part, puis ça roule pendant 1 heure et demie, puis on voit pas le temps passer. Donc, c'est assez passionnant. J'ai lu aussi, j'ai entendu à quelque part aussi que tu faisais à un moment donné un petit peu de fumée, là. Ça avait causé des problèmes, pas des problèmes, c'était un beau problème dans le fond, pour montrer comment est-ce que les gens étaient intéressés par tes récits, parce que les gens ont dû évacuer la salle. Ben oui, c'est parce que c'était la première du spectacle, et à l'entracte, bien, on a une machine à boucan, forcément, puis la machine à boucan, bien, elle a fait sa boucane qu'elle avait à faire. Puis là, bien, supposé tomber en repos pendant la pause. Mais quand ils ont ouvert les portes pour que les gens puissent aller prendre une consommation au foyer, bien, la boucane est sortie, puis ça a parti les détecteurs de fumée. Fait que moi, j'avais des pompiers volontaires dans la salle qui se sont levés, qui ont évacué ma salle. Le 25 janvier, moi, je me suis dit, je perds mon monde. Ben oui. Je dis, moi, c'est clair que le public ne restera pas dehors pendant 20 minutes, une demi-heure, le temps que les pompiers fassent le tour de la salle. Maintenant, tout le monde est rentré. Tout le monde est revenu. Tout le monde a attendu, il est rentré. J'avais une salle pleine pour ma deuxième partie. C'est incroyable. Ça veut dire... ça m'a fait chaud au cœur. Oui. Mais pas juste pour moi en tant qu'artiste. Et je me dis, il y a des gens qui veulent vraiment savoir c'est quoi qui s'est passé. Ils veulent vraiment en apprendre, puis que ça les intéresse la façon avec laquelle je le fais. La clientèle que tu vas chercher à travers ça, ça va de l'adolescent, j'imagine, quelqu'un qui a le goût de savoir, qui s'intéresse à ça, aller jusqu'à des personnes plus âgées. C'est un public général. C'est en général. C'est un public général. Il y a des enfants qui sont à 10 ans puis qui s'intéressent à ça, la guerre, mais tu ne peux pas t'intéresser à la guerre pour trouver ça le fun. Là. Oui. C'est une horreur. Oui, exactement. Donc, qui est-ce qui va te raconter ce que c'est pour que tu touches la bonne part de ça? C'est-à-dire l'humanité qui se perd là-bas. Ça fait que c'est un bon moyen de le passer à un enfant de 10 ans, mais quelqu'un qui s'intéresse au conte, quelqu'un qui est à la chasse aux découvertes culturelles, va aimer ce que je fais parce que je fais du conte avec des histoires qui sont celles de la guerre. OK. Tu les adaptes, j'imagine, selon la clientèle que tu rencontres. Si tu vas dans une école, tu vas t'adapter aux enfants. Je veux dire, tu vas aller chercher qu'est-ce qui pourrait intéresser les enfants. Si tu vas dans un milieu, pour personne d'un certain âge, tu veux l'adapter aussi. Donc, c'est très intéressant pour les jeunes de t'inviter. Le spectacle, les contes de guerre comme tel, est vraiment un spectacle qui est fait, qui a été mis en scène. J'ai travaillé avec Bertrand Alain, qui m'a conseillé à la mise en scène. J'ai travaillé avec Pascal Bachand, qui était mon directeur technique. Mais je fais des animations scolaires aussi. Okay. Je fais des animations en bibliothèque. Oui. Donc, quand les gens veulent voir ce que je fais, dans le fond, je compte les mêmes histoires. Que je sois devant un public du troisième âge en France ou devant des adolescents dans une école du Québec, je compte les mêmes histoires. Okay. La seule différence, c'est que j'adapte le niveau, puis je me permets un vocabulaire qui est adapté au public. Mais ça, c'est normal, ça vient tout seul. Alors ça fait partie, c'est une partie de toi, le conteur, mais en tout cas, le passeur de mémoire, comme tu dis. Les contes de guerre, c'est à voir. En tout cas, j'imagine qu'ici, dans le coin, on va sûrement t'inviter. Je suis certaine de ça. Oui. Tu es aussi un écrivain. Je vais faire juste un petit message là-dessus. Tu es écrivain pour ados et adultes. Tu as écrit plusieurs livres. Je vois ici à Lando qu'il y en a plusieurs. Est-ce que ça parle toujours de la guerre, tes livres, que tu en as une dizaine? Les livres que tu as écrits, Après balle, Sous le feu de l'ennemi, Combattre dans l'ombre, L'espion de Tourville, est-ce que ça touche toujours la guerre? Ou, non. Ben, le thème de la guerre est arrivé forcément parce que j'ai connu des vétérans qui avaient un message à passer. C'était des gens qui étaient âgés. Moi, je me suis intéressé à la Deuxième Guerre mondiale. La vie m'a mené vers ça, là. Et je me suis intéressé, dans le fond, à l'époque, puis aux gens qui ont vécu ça. Mais j'avais écrit avant, Piégé, c'est un suspense. J'ai fait un album sur le patrimoine bâti, un recueil de légendes urbaines. J'ai eu des bourses consacrées des arts, des trucs comme ça. Oui, c'est vrai. Là, je suis vraiment dans une thématique qui est beaucoup liée à la mémoire des gens qui ont fait la guerre, qui ont vécu la guerre, pas juste des soldats. Mais la mémoire est jamais très loin de ce que j'ai fait. J'ai écrit sur le patrimoine bâti. Puis déjà à l'époque, quand j'ai écrit, entre autres, à Tours et alentours, ça va faire quasiment 10 ans, il y avait déjà un devoir de mémoire à travers le patrimoine.
Oui. J'appelais les gens à s'en souvenir. Je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le patrimoine bâti était très, très, très amoché là-bas à un certain moment donné. Je pense que les gens reprennent conscience un petit peu de ce que c'est. Donc, il fallait passer un message là-dessus. Puis, je continue encore avec ça. OK. Tu as reçu, tu as fait une trilogie. La trilogie, bon, c'est le Combattre dans l'ombre, des théâtres de guerre. Puis, Et sous le feu de l'ennemi. Bon, sous le feu de l'ennemi. Je me dis, tu as eu pour ça une bourse du Conseil du Canada. Tu en as eu plusieurs, des bourses qui t'ont été octroyées parce que, bon, pour la qualité de ton travail, de ton œuvre, les recherches de ton œuvre. Fait que je pense que c'est bon signe. C'est de bon augure pour quand on va aller voir plus loin. Ouais. J'ai su que tu t'en viens, tu vas t'en venir rester à Denville. Tu vas déménager à Denville bientôt, donc on va avoir la chance d'avoir nous aussi notre Fred Pellerin. Saint-Élie de Caxton a Fred Pellerin, nous on a Nicolas F. Paquin. Pourquoi tu as choisi Denville? Juste pour terminer un peu notre rencontre. Tu as choisi Denville, pourquoi? Ça m'intéresse. La question qui tue. Oui, ça ne tuera pas, ça ne fera pas trop mal. J'espère. Géographiquement, étant donné que je suis appelé à me promener beaucoup, je voulais me retrouver dans un endroit qui est relativement central au Québec. En même temps, je suis quelqu'un qui n'aime pas les grandes villes. Pas que j'aime pas les grandes villes, mais j'aime pas vivre là. Je suis pas à l'aise. Donc, j'ai besoin d'espace. J'aime le patrimoine, j'aime ce qui est charmant. Puis à un moment donné, l'an passé, on faisait un petit tour d'auto, ma conjointe puis moi, puis on s'est retrouvés, à la Mante du Carré. Puis on trouvait ça sympathique. Puis on s'est dit, c'est le fun ici. Oui. Ouais, tout d'un coup, que nos pattes nous ramèneraient ici, puis finalement, les pattes nous ont ramenés ici. Puis là, effectivement, je travaille à l'atterrissage. Donc, j'essaie de m'arranger pour que le parachute... le parachute a ouvert, en fait. Oui, Ça va passer chez le notaire la semaine passée. Que le parachute va s'ouvrir. Mais on est très content de t'accueillir à Denville. Merci. Je pense que tu vas trouver beaucoup d'histoires ici, parce que les gens s'intéressent beaucoup à tout ce qui touche les vétérans. En tout cas, je pense qu'on est ouvert à ça. On est très content. Je te remercie beaucoup de nous avoir accordé ce temps-là. J'espère avoir la chance d'aller te voir. Je vais aller te voir ici à Denville quand tu vas passer dans le coin. Tu vas sûrement être invité. J'invite les gens aussi à aller te voir. Avant de terminer, je veux simplement préciser que les coquelicots qu'on porte en ce moment sont en vente au bistrot du coin à Denville, à la quincaillerie de Denville aussi, de même côté Morton à Asbestos. Alors, si vous voulez vous en procurer, on vous invite à aller là. Moi, c'était un plaisir de rencontrer Nicolas, que je ne connaissais pas, mais je pense que je ressors grandi avec tout ce que tu m'as dit. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. C'est vraiment apprécié. Merci. Vraiment une belle expérience. Merci.